c'est ça que je cherchais. Voilà, donc bonjour à toutes. Merci d'avoir été matinale et de nous rejoindre avec nous pour ce live talk avec donc Niel Ditengu et Serge Edongo. Donc, ce sont les co-auteurs du livre Comment réussir sa prise de poste, guide pratique. Et donc, ils vont nous conduire dans les étapes, les conseils, les stratégies pour réussir de manière optimale une prise de poste. De nos jours, c'est vrai, c'est un challenge dans cette période de Covid de trouver un travail, mais une fois qu'on a trouvé le travail de rêve, il faut encore pouvoir sécuriser cette embauche et voilà, et la période d'essai aussi, une période assez critique. Et donc, Niel et Serge vont nous donner tous les conseils pour, voilà, pour maximiser cette période et voilà, être le plus efficace et vraiment pouvoir sécuriser le contrat au bout de la période d'essai. Donc, Niel est enseignante à l'université et elle a également un cabinet de conseil. Et Serge, donc lui, c'est un ancien athlète de haut niveau. Donc, il a l'habitude de gérer les challenges. Il sait, voilà, c'est ce qu'il faut sous le capot pour gérer vraiment les challenges et la compétition. Et il a également un cabinet de conseil. Et donc, ils vont voilà, nous donner leurs meilleures astuces, leurs meilleures pratiques. Et puis, présenter aussi leurs activités pour voilà, les personnes qui voudront après bénéficier d'un accompagnement ou d'un suivi, soit avec Niel ou avec Serge. Voilà. Merci beaucoup, Rosemary. Eh ben, écoutez, bonjour à nouveau. Donc, voilà comment on va procéder si ça vous convient. Donc, moi, je vais me présenter, des éléments un petit peu complémentaires de ce qu'on vient de se dire. Je vais passer la parole à M. Edongo qui va se présenter aussi en guise de complément de ce que vous avez pu entendre, si nécessaire. Ensuite, la présentation de ce guide pratique va se dérouler en 2 temps, puisque le premier temps, moi, je vais introduire la première partie qui est conçue autour de la communication professionnelle, Monsieur Edongo sur la partie gestion du stress. Donc, alors, en ce qui me concerne bien présenté, évidemment, merci Rosemary. Donc oui, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, ça il faut le dire. Je suis également chercheur, parce que je reste dans le domaine de la recherche, enseignante et des expériences entre autres. En guise de complément, s'il fallait rajouter des choses, écoutez, je viens du Gabon, ça je peux le dire. Je suis arrivée en France, ça fait maintenant 13 ans que je suis là. J'ai entamé des études de 3e cycle, parce que je suis arrivée, j'avais aussi dans les bagages un master. Donc, j'ai étudié entre Lyon et Paris. Et en fait, au milieu de toutes ces formations, parce que ça a été quand même à la fois des sciences du langage, des lettres, ça a été de l'aménagement territorial, de l'entrepreneuriat, de la communication, ça aussi vous l'avez compris. Et au milieu de ça, en fait, j'ai eu aussi des expériences professionnelles, toujours très conjointes, parce que je suis très gourmande finalement des expériences. Donc, durant ce parcours professionnel, j'ai occupé différentes fonctions, dont l'une très récemment un poste de responsabilité dans le secteur bancaire. Et c'est ce poste-là de responsabilité, enfin la prise de poste dans ce contexte-là qui a nourri fortement la réflexion sur le guide pratique qu'on a décidé de produire. Donc voilà pour la présentation complémentaire. Je passe la parole à M. Edongo également pour se présenter et je vous en dis un peu plus sur la première partie. Oui, merci de m'avoir passé la parole, Niel, et bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si mon micro, si on m'entend Oui, parfaitement. Ok. oui, oui. Oui, moi, je suis Serge Edongo. Moi, je suis coach. Je fais du coaching déjà et puis de la préparation mentale. Mais sinon, au niveau de mon parcours, j'ai commencé comme volleyeur professionnel. J'ai été international camerounais. J'ai joué en sélection. Et puis, mon parcours m'a mené à aller jouer dans plusieurs pays, tels que l'Égypte, le Bahreïn, le Qatar, l'Espagne, la Tunisie, l'Afrique du Sud, autant, pour ne citer que cela. Je ne vais pas faire tout le CV là. Mais du coup, c'est quelque chose qui a permis quand même, ça m'a apporté un plus, je vais dire ça comme ça, et qui m'a conduit quelque part à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire venir partager un peu cette expérience-là via un certain accompagnement qui aujourd'hui pourrait être bénéfique aussi pour tout le monde. Okay.
Merci beaucoup. Ça a été peut-être très rapide. C'est pas toujours évident de se présenter soi-même. C'est pour ça heureusement qu'on a Rosemary pour nous avoir présenté. Et ça, c'était déjà utile. Mais évidemment, vous avez bien compris qu'après cet échange, on reste disponible. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, à la fois sur nous, sur ce qu'on fait, avec un grand plaisir, on va le faire. Alors, attaquons le vif du sujet. Le guide pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, moi, en fait, je ne vais pas donner le nom de la structure pour des raisons évidemment de confidentialité, parce que c'est mieux que ça se passe comme ça. Donc, moi, j'ai fait une prise de poste, en fait, à la direction d'un grand groupe bancaire français qui a aussi évidemment ses points d'ancrage à l'international, donc sur le globe entier. Et donc, la direction du groupe avec en charge la gestion d'entités à l'étranger. C'est la première fois que j'étais en fait exposée à ce type de poste, honnêtement. Et donc, je débarque à la fois dans le contexte, donc la crise sanitaire qui fait que tous les effectifs ne sont jamais sur site, en fait. Et l'environnement n'est pas forcément très amical, d'accord? Ça, on le connaît un petit peu tous. Il y a plein de tensions et plein de choses. Juste une précision sur le poste, pas forcément l'entreprise, mais le poste, pour qu'on voie un peu Ah oui, bien sûr. Alors, supervision de banques privées à l'étranger pour le compte du groupe. Donc, moi, mon boulot, en fait, c'était de superviser des responsables, en fait, de conformité à l'étranger. Donc, ce sont déjà des personnes qui ont sous leurs ordres des effectifs importants. Et moi, mon boulot, c'était de les superviser aussi. Donc, ça fait que mes interlocuteurs sont en fait les directeurs de groupe, en fait, dans des comités de direction, etc. Le boulot que je fais a pour but de nourrir des synthèses, des documents de compte rendu pour des décisionnaires du groupe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe moi quand je fais cette prise de poste? Je vous ai dit, le contexte n'est pas très simple et en réalité, en 2 jours, je suis en train de me demander si je reste parce que la pression est énorme, parce que le contexte n'est pas du tout facile et j'ai le réflexe quand même de chercher de l'aide. Je me dis, il me faut de l'aide en fait. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis tournée donc vers Monsieur Edongo qui lui est coach. Donc, franchement, je l'ai sollicité, c'est vraiment comme un appel à l'aide. Et la prise en charge qu'on a faite m'a fortement aidée. Ça m'a fortement aidée au point, par exemple, d'être suffisamment concluante sur le poste pour avoir une proposition de CDI que j'ai déclinée pour des raisons personnelles. Mais je me suis en fait dit, à ce moment-là, il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui traversent ce genre de situation ou de contexte et comment est-ce qu'ils peuvent faire face s'ils n'ont pas les réponses. Donc, ce guide pratique, soyons très clairs, n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions, toutes les situations dramatiques. Néanmoins, l'intérêt a été de pouvoir faire un prolongement à ce que moi j'ai vécu. Donc, on l'a construit en 2 temps. Un premier temps sur la communication professionnelle. Pourquoi? Parce que ce qui se joue généralement aussi dans la prise de poste et dans l'environnement professionnel, c'est la justesse en fait des échanges qu'on a, la façon de se positionner quand on communique, etc. C'est des choses qui, mine de rien, jouent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, parce que vous avez déjà été validé en fait en entretien. Vous avez été également validé parce qu'on a consulté votre CV. Donc, la prise de poste, c'est des moments, évidemment, dans la période d'essai, etc., qui vont se jouer sur ce genre d'éléments. Donc, on a fait le choix d'articuler le document sur ces 2 pans-là, que je vais maintenant vous présenter. On va parcourir ça tranquillement. Et puis, comme tout à l'heure, j'ai vu une question spontanée arriver. N'hésitez pas, si vous avez l'impression que pour comprendre là tout de suite, vous avez besoin d'interroger, n'hésitez pas. Évidemment, vous savez qu'à la fin de l'échange, on prendra plus de temps pour faire ça. Bon, alors, donc, voilà, je vous parlais d'articulation. Sur ce premier slide, dites-moi si tout le monde voit bien le slide, s'il vous plaît. C'est bon pour moi. On voit, mais peut-être que si tu peux basculer en plein écran. Très bien. Pour que ce soit un peu plus grand, je pense. Bien sûr. Alors, le temps que je trouve le plein écran. Est-ce que c'est pas dans la barre du bas, là, peut-être qu'il faut que je fasse la projection. Juste zoomer, voilà. Ouais. Adeline propose de juste zoomer. De zoomer, non? Moi, je zoomais, ça je fais en diaporama. Je fais en diaporama. Ouais, en diaporama, voilà. Oui. Voilà. D'accord, alors je prends 2 secondes. Il faut que j'arrête parce que sinon la barre ne me permet pas de voir tout. J'arrête 2 secondes, je reviens, d'accord? Ok. Ah oui. Je vais juste déjà le démarrer en diapo. Hop. À partir du début. Voilà. Ensuite, non, il faut que, apparemment, il ne va pas me laisser faire ça. En bas à droite, tu as comme un entonnoir. Oui, en bas à droite, voilà. Et en fait, quand tu cliques dessus, tout en bas, tu as comme un petit entonnoir. Et en fait, ça te fait basculer en mode...
Alors déjà, je partage. En bas à droite, vous me dites entonnoir. Oui, voilà, après commentaire, là. Après note, commentaire, tu as plusieurs en bas, tout en bas, regarde en bas de ton écran, voilà. Descends encore ton Ouais, curseur. d'accord. Tu as téléchargement, bloqué, note, commentaire. Et Pourquoi je ne après, vois pas, pourquoi je ne vois pas ce... Dans la Ah, barre grise, dans la barre ah grise. Voilà. oui, eh ben, tu as comme un entonnoir. Vraiment, oui. si Ah tu oui, il est cliques, là. ouais, bah, tu bascules en... Super. Eh bien, merci Voilà, beaucoup. génial. De même. Une de ces- Voilà. Très bien. Et bien voilà. Donc, sur ce premier slide, Voilà. ce que vous Voilà. avez, c'est un Ouais. descriptif. Vous le lisez, je ne vais pas commenter ligne par ligne. J'attire l'attention sur 2 éléments sur ce slide. Donc, le premier élément, ce sont les axes d'interrogation. L'intérêt, en fait, d'avoir ces questions que vous pouvez évidemment enrichir, hein, c'est d'avoir à l'esprit le fait de se dire pourquoi l'instant de la prise de poste est si délicat. D'accord ? Ce sont des questions qui vont vous permettre de lire rapidement. Déjà, le document est très facile à lire, hein, mais encore plus rapidement. Comment réussir sa prise de poste et quels sont les signaux qui devraient attirer votre attention pendant la prise de poste. Maintenant, l'articulation du document sur 4 points généraux. Pardon, je reviens, je suis allée trop vite. Donc, l'évaluation des compétences requises, c'est une espèce d'état des lieux, en fait, hein, qu'on a préconisé. Évidemment, l'état des lieux, c'est un moment toujours entre vous et vous, puisque de toute façon, le document, vous le lisez et vous travaillez sur vous. Donc, c'est vraiment une évaluation, une auto-évaluation. Donc, état des lieux, la gestion relationnelle, posture et attitude, c'est tout ce qui va tourner autour de la communication professionnelle, je disais tout à l'heure. La gestion de la pression du stress, donc qui va être présenté et animé, enrichi par les propos de M. Enongo tout à l'heure. Et où est-ce que vous en êtes? On a fait le choix de clôturer en fait ce guide pratique par 2 outils d'auto-évaluation. Parce que vous avez lu des éléments, vous avez parcouru évidemment une espèce de littérature un peu édulcorée, mais l'intérêt, c'est quand même de terminer cette lecture-là avec des outils concrets, d'accord, que vous arriviez à vous poser des questions et avoir des réponses aussi, puis être à l'aise. Parce que l'intérêt de la prise de poste et de faire ce genre de travail, nous semble-t-il, c'est 2 choses. À la fois, évidemment, réussir votre période d'essai, puisque c'est quand même ça qui se joue aussi, et puis peut-être apporter une valeur ajoutée sur votre poste, même si personne n'est irremplaçable, mais on est d'accord qu'un collaborateur qui est efficace sur ce poste, qui a une façon de gérer son poste, peut quand même être un petit peu incontournable. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas être incontournable sur son poste? Je vous invite donc à aller sur le slide suivant. Vous allez voir, il est ponctué en fait ce travail-là de quelques citations. C'est toujours pour conduire la lecture, donc on ne va pas s'appesantir dessus. Ce premier slide-là, en fait, présente, une fois de plus, un peu un récapitulatif de ce qu'on s'est dit, enfin, on va dire de la grille de lecture énoncée tout à l'heure, de façon un peu plus détaillée, d'accord? Donc, très clairement, poser quand même le contexte hein, de l'état des lieux, c'est faire un bilan de vos compétences. Pourquoi c'est intéressant de faire un bilan de ces compétences? Parce qu'il peut arriver que vous fassiez une prise de poste sur un poste qui nécessite, par exemple, une mise à jour de quelques connaissances. Il faut avoir l'honnêteté avec vous-même, de le reconnaître, et il vaut mieux peut-être que vous soyez le premier à le repérer, plutôt que ça ne se voit au fil de votre période d'essai. Ensuite, donc, évidemment, l'évaluation de vos compétences dans le cadre précis de la prise de poste. Parce que vous pouvez être amené à procéder à une évaluation de compétences parce que vous souhaitez, par exemple, une promotion, parce que vous voulez faire une autre démarche au sein de la structure, mais qu'on soit bien d'accord, là, ce dont il est question, c'est les compétences dans le cadre précis de la prise de poste. D'accord? Donc, je ne reviens pas sur la question de la gestion émotionnelle parce qu'on va le détailler un peu plus tard, mais là, sur ce slide, on fixe un peu les idées davantage. D'accord? Le slide suivant est une continuité de ce qu'on vient de se dire, mais on va être sur du pragmatique là maintenant. Donc l'objectif de l'état des lieux, c'est de vous amener en fait, comme je disais, à des interrogations, mais là concrètement, on donne quelques outils. Ce n'est pas exhaustif, évidemment, parce qu'une fois de plus, l'intérêt de ce guide, c'était à la fois qu'il soit intéressant, efficace, utile, mais pas trop fleuve non plus, que vous ne vous perdiez pas, parce qu'on n'a pas le temps. On voit bien comment on vit tous, on est sollicité de part et d'autre, donc avoir quelque chose qui se lit, qui soit utile, mais qui ne nous noie pas dans l'information, c'était vraiment le leitmotiv aussi de ce travail-là. Donc, des outils pour vous aider un petit peu, l'évaluation de votre capacité à apprendre. C'est important de vous poser ce genre de questions. À ce stade, ce qu'on conseille, c'est d'avoir, en fait, et vous le voyez dans l'encart, en fait, hein, qui est juste en dessous, c'est d'avoir, par exemple, une feuille de papier, un papier libre, hein, vous allez commencer à coucher des éléments pour commencer à réfléchir sur vous. Parce que c'est une espèce de lecture un peu dynamique, il vaut mieux que ce soit ainsi. Donc, l'évaluation de votre capacité à apprendre. Vous avez la connaissance, l'évaluation de vos ressources, les ressources qui sont à disposition.
On avait quelqu'un tout à l'heure, je ne reviens pas parce que je ne sais pas si c'était Ouma qui a fait une prise de poste sur des fonctions de direction, mais en fonction de l'environnement où vous êtes, en fait, vous n'avez pas toujours toutes les informations à disposition. Il y a des informations clés pour votre poste qui sont un petit peu, pas forcément inaccessibles, mais pas forcément aisées non plus. Donc, c'est quand même important de se poser ce genre de questions, hein, l'évaluation de vos ressources à disposition, la connaissance, l'évaluation de votre capacité aussi. Alors là, je ne sais pas parce que, hop, je vais laisser l'écran, merci. Connaissance, évaluation de votre capacité à construire vos compétences aussi. Et puis, identifier vos compétences en communication professionnelle, ce qui va être le cœur de mon intervention là tout de suite. Avant cela, quelques questions utiles. Je vais le rappeler à chaque fois, les questions et les éléments qu'on met en fait à contribution dans ce guide pratique ne sont pas exhaustifs, mais ils ont l'intérêt, nous semble-t-il, hein, de commencer à nourrir des réflexions. Donc, dans le même ordre d'idées, les questions que vous avez là, elles peuvent être enrichies, d'accord, par vos propres interrogations. Néanmoins, quelles sont mes ressources, on en a parlé, quelles sont mes compétences, quelles sont mes connaissances, quelle est ma personnalité en fait, quels sont mes centres d'intérêt aussi, et quelles sont mes motivations. Ça nous paraît important aussi à interroger quand vous êtes dans le cadre de la prise de poste. Je passe ce slide parce que comme les autres propos introductifs, toujours des petites citations. Et donc, on arrive, très chers amis, sur les éléments de communication professionnelle. Alors, en fonction des postes sur lesquels vous êtes, on est d'accord qu'il va y avoir des éléments qui vont être beaucoup plus utiles si on est sur des postes management, de direction, etc. Des éléments un peu plus différents si on est sur des postes un petit peu d'exécution uniquement. Néanmoins, sur les éléments de communication, pour aller très vite, les éléments de synchronisation de votre attitude à votre communication me paraissaient importants en fait à mettre en lumière là, sur un élément comme ça qui se lit rapidement. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait évidemment de faire le lien avec votre image. En fonction du poste que vous occupez, vous avez aussi par exemple à soigner votre image, ça peut arriver, d'accord? Si on est commercial, si on est responsable, etc., vous soignez votre image. Vous avez une question de posture aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Le CV est bon, l'entretien a fonctionné, pourquoi est-ce qu'une prise de poste ne fonctionnerait pas? Parfois, ça peut se jouer à ça. La posture, votre façon d'échanger, d'accord? Si vous avez une image, évidemment, à entretenir, vous n'allez pas avoir un langage trivial. Il faut peut-être prêter aussi attention à ça, parce qu'il y a des milieux dans lesquels la façon de s'exprimer joue un rôle incontournable. Donc, identifier les attentes de vos interlocuteurs aussi, et interlocutrices, c'est important. Ça, évidemment, c'est un travail un peu plus vaste. Hein, c'est tout ce qui va consister à identifier la personnalité de vos interlocuteurs. C'est un autre travail. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'il est important d'être attentif, en fait, aussi aux attentes de vos interlocuteurs dans un cadre professionnel lors d'une prise de poste, pour être juste au moment où vous prenez votre parole, pour être juste au moment où vous vous présentez, où vous entamez une discussion, en fait. Alors, le deuxième point, construire sa relation. Ça, vous le savez, on est tous là, je pense, la plupart dans des contextes professionnels, même si on a eu plusieurs vies professionnelles, on sait à quel point c'est crucial de construire une relation efficace, saine, en tout cas qui vous aide dans votre prise de poste. Et ça peut passer aussi par le fait d'avoir une attitude cohérente, d'accord ? Par exemple, si vous avez des collègues qui viennent vous saluer, parce que c'est la prise de poste, hein, tout le monde va vous saluer, la façon avec laquelle vous allez les accueillir, hein, si vous restez assis, si vous les regardez dans les yeux, si vous souriez, si vous êtes accueillant, ça fait une sacrée différence quand même avec quelqu'un qui ne fait pas attention. Ce n'est pas que vous n'avez pas envie, c'est peut-être que vous n'avez pas été attentif à ce genre d'éléments. Donc, accueillir les autres dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'échanger avec eux, ça sont des éléments qui participent à la construction d'une relation professionnelle dans le cadre d'une prise de poste. Alors, le genre d'interlocuteur que vous êtes, évidemment, ça fait le lien avec les deux points qu'on vient d'énoncer. Pour y arriver, il faut quand même que vous vous asseyez une fois de plus avec vous, que vous arriviez à identifier vos forces, vos faiblesses, il faut être transparent avec vous. Moi, par exemple, quand j'ai fait le pari de me dire il faut que je me fasse cocher, je comprenais que j'étais à un poste de responsabilité comme je n'avais pas encore été et que clairement, il y a des choses que je n'avais pas, notamment sur la façon de gérer émotionnellement ou gérer le stress auquel je devais faire face. Donc, pour la communication, c'est important que vous sachiez un petit peu quelles sont vos lacunes, où est-ce que vous pêchez, en lien avec votre poste, évidemment. Si vous êtes dans un poste qui nécessite une prise de parole régulière à l'oral,
sachez tout de suite si vous êtes à l'aise à l'oral. Hein. Si ce n'est pas le cas, travaillez dessus. Si ce n'est pas le cas, il faut travailler dessus, c'est important. Je ne vais pas égrener parce que dans le même ordre d'idée, je pense que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on veut arriver. C'est pareil pour l'écrit. Si vous êtes sur un poste qui nécessite une production importante d'écrits, d'éléments visuels, d'animation, etc., soyez au clair avec vous, faites un point dessus et travaillez dessus également. Sur le slide suivant, il est un petit peu évidemment plus étoffé parce que même si l'idée était de proposer quelque chose d'édulcoré, de simple, il se trouve quand même qu'il y a des moments où il faut donner quelques détails. Donc, je ne lirai pas tout le slide. Néanmoins, là, je tenais à donner quelques conseils, quelques clés sur 3 points, par exemple. Il y en a 3 autres. Hein. Donc, savoir pour comprendre. Quand vous communiquez avec différents interlocuteurs en fonction des postes que vous occupez, vous allez avoir en fait des éléments de langage, des éléments de communication corporelle, donc non verbale, comme on le dit, qui doivent pouvoir vous mettre la puce à l'oreille. Si vous n'êtes pas entraîné à ces choses, l'élément savoir pour comprendre peut vous donner quelques clés. D'accord ? Évidemment, on peut aller plus loin, mais là déjà, ce n'est pas mal de le savoir. Si vous êtes dans un échange avec quelqu'un qui va avoir un langage corporel qui pousse un peu à la réfraction, ou qui est plus dans la fermeture, c'est-à-dire qui n'est pas dans l'ouverture de la communication, il faut pouvoir le déceler rapidement pour ne pas être maladroit dans votre façon d'échanger avec vos interlocuteurs. L'organisation de votre argumentation, ça, qu'on soit sur des postes de responsabilité ou qu'on soit dans des postes où on a moins de responsabilité ou pas du tout de responsabilité, il arrive quand même un moment dans votre vie professionnelle, vous avez, dans le cas de la prise de poste notamment, vous allez avoir des échanges avec vos hiérarchies ou avec des collègues. Et si vous avez une opinion que vous souhaitez transformer en argument, vous voulez peut-être expliquer, donner une information ou susciter une adhésion, etc., si vous n'avez pas ces clés, il vaut mieux peut-être les avoir. D'accord ? Donc là, sur ce point, j'ai mis 3 petits exemples. Évidemment, c'est un peu plus vaste, mais déjà, avoir à l'esprit que si j'ai envie de construire mon argumentation, si j'ai envie plutôt de travailler sur l'adhésion, si j'ai envie de susciter telle émotion ou tel élément, il vaut mieux que j'ai à l'esprit en fait qu'il existe des familles d'arguments, que je sois un peu attentif aux exemples que je prends, aux mots que j'utilise. Et le dernier point sur ce slide, c'est à propos de quelques stratégies. Alors évidemment là, je me suis, on ne va pas dire emballée, hein, je me suis dit dans le cadre évidemment d'échanges, je reviens, dans le cadre d'échanges, de débats, ça ne vous arrive pas forcément, d'accord ? C'est peu fréquent, mais c'est quand même probable. C'est quand même probable que vous vous retrouviez, si vous avez un poste de responsabilité, à communiquer. Vous n'êtes pas responsable de communication, mais vous pouvez être très bien amené à prendre la parole, soit sur un média ou autre chose, ou lors d'un échange comme on est en train d'avoir là entre nous, et que vous retrouviez à faire face à des stratagèmes, en fait, des personnes qui maîtrisent parfaitement ce genre d'outils. Donc, il me paraissait important de mettre un petit exemple. Il y en a plein d'autres, mais généralement, on peut être naïf de ces éléments-là, donc soyez pas naïfs si vous êtes confronté à ce genre de situation. Je tenais à partager ça aussi. Les éléments qui peuvent concerner maintenant, on va dire, un public un peu plus large, hein, parce que là, tout à l'heure, dernier élément était très focus quand même sur des postes de responsabilité. Les éléments sur le trac, la communication, pendant votre prise de poste, le trac, le stress, ce sont des choses que vous pourrez rencontrer très régulièrement. Moi, l'un des conseils, hein, je l'ai là. Pardon ? Le débat est... Allô? Excusez-moi, Neil, de vous couper. Est-ce que vous pourriez revenir sur la slide et nous donner un exemple concret? Par exemple, on est dans une réunion, par exemple, Oui. et une personne qui attaque vos compétences. Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, lui répondre? Alors, il faut mettre un contexte entier, à mon avis. Imaginez, vous êtes responsable d'un projet, vous avez construit votre projet, vous arrivez à la présentation et vous avez quelqu'un qui va être dans une attitude antagoniste, en fait, hein, qui combat votre projet et qui émet une réserve. Bon, déjà, en fonction des arguments, soit la personne vous attaque, il ne faut pas vous perdre aussi, la personne peut simplement émettre des réserves sur le travail que vous avez fait parce que l'idée, d'accord, l'idée que vous émettez n'est pas forcément la sienne, ou alors on peut attaquer vos compétences. Donc, il faut pouvoir faire la nuance. Prenons l'exemple où on attaque vos compétences. À ce moment-là, moi, le conseil que je donne, honnêtement, c'est de rester le plus professionnel possible. Par exemple, d'indiquer à la personne
qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple très concret? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation dans votre cadre professionnel que vous souhaitez partager avec nous? Comme ça, on fait quelque chose de concret. En fait, c'est parfois très pernicieux et très violent et sur le coup, on ne sait vraiment pas comment réagir. Ouais. J'ai rien qui me vient à l'esprit là, mais c'est tellement pernicieux que là, sur le coup, on ne sait pas souvent comment réagir et c'est après qu'on se dit, ouais, mais j'aurais peut-être dû faire ci ou faire ça. Bon, alors de toutes les façons, dans le cadre professionnel, restez le maximum professionnel. Les personnes qui vous attaquent sur vos compétences ou sur un aspect très personnel, laissez-leur en fait le fait de descendre à ce niveau-là. D'accord. Niel, je peux rajouter quelque chose Oui, bien sûr, je vais juste terminer ma phrase. Si vous défendez votre idée, essayez de repérer en fait le cadre dans lequel le contre-argument de la personne intervient. Est-ce que la personne focus vraiment sur l'idée, sur le projet, ou alors attaque vos compétences? Et là, vous pouvez peut-être revenir sur le sujet pour dire, essayer de trouver le lien en fait, avec, en tout cas, attirer l'attention de la personne sur le fait de faire le lien réel entre l'intervention et l'idée que vous émettez. Je te laisse la parole, Serge. Je crois que tu... C'était juste une petite parenthèse sur ce type d'approche. Généralement, il faut quand même qu'on fasse attention à notre propre interprétation aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas en accord avec ce que nous, on a présenté que forcément, ça remet nos compétences en cause. Parfois, on fait vite le raccourci au lieu d'essayer de se rassurer d'abord qu'on a bien compris où la personne voulait en venir. Donc, c'est juste une parenthèse. Je voulais juste rajouter ce petit détail. Ah, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Je ne sais pas qui a posé la question. C'est Ouma? C'est quelqu'un d'autre? C'est prudence. C'est prudence. Oui, mais je veux dire, on est des adultes et on sait très, très bien faire la part des choses entre ce qui peut être une attaque personnelle et juste une interprétation venue de, je sais pas, de notre imagination. Non, c'est... Et puis, après, peut-être que souvent on a déjà eu, ça passe pas avec cette personne. Peut-être c'est une antipathie réciproque. On ne sait pas, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Le constat que moi j'ai fait, on ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas faire le consensus. Donc, même si on essaye de rester au maximum professionnel, on est souvent quand même débordé par nos émotions de se dire ouais, mais qu'est-ce que je fais là sur le coup, je réagis pas, je dis rien. Ouais, je pense que l'enjeu est là, c'est vraiment de savoir au moment précis comment on réagit. Justement, moi je trouve intéressant de rebondir comme ça, prudence. Dans cette situation, il y a deux éléments de réponse qui sont utiles. Ce que Serge venait d'évoquer tout à l'heure, le fait de peut-être pas personnaliser, c'est-à-dire qu'il y a une réponse à la fois sur la gestion émotionnelle. Il faut pouvoir être au clair avec vous-même aussi émotionnellement. Quand vous dites par exemple qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'il y a des animosités, etc., ça peut être nourri aussi par des éléments, mais qui sont dans le champ d'action de M. Edongo, très clairement. Mais j'entends parce que moi, pareil, quand je parle d'avoir demandé un coaching à ce niveau-là, c'est parce que c'est des situations qu'on rencontre, que j'ai rencontrées. Après coup, évidemment, je me rends compte aussi qu'au-delà, une fois que vous avez réglé la partie émotionnelle, ça, il faut le faire en milieu professionnel, il faut pouvoir avoir une intelligence émotionnelle importante, en fait, parce que sinon, on accorde du crédit à tout. Même quelqu'un avec qui, a priori, vous ne vous entendez pas, peut émettre un avis qui reste objectif, en fait, mais le fait que vous traîniez depuis un moment des tensions peut vous faire perdre, en fait, cet élément d'objectivité. C'est pour ça qu'il faut être faut être au point avec vous-même sur la partie gestion émotionnelle. Donc, c'est mieux placé pour parler de ça. Moi, sur la partie communication maintenant, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réglé cette question-là, vous pouvez être objectif et répondre à la personne, en fait. OK, il y a le contexte, etc. Maintenant que vous avez fait le point avec vous-même, que vous savez que vous n'emmenez pas, arrêtez de traîner inutilement des casseroles à votre boulot, essayez d'avoir une réponse adéquate vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, c'est pas votre meilleur ami, ce serait peut-être pas forcément votre pire ennemi. Essayez de trouver quand même le juste milieu émotionnellement, et pour la communication, restez le plus professionnel possible. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une remarque, essayez de prendre le temps quand même et répondez dans le mail, si c'est un mail, essayez de prendre le temps de faire une réponse purement professionnelle. Oui, là, le dossier, je n'ai pas compris pourquoi tu l'as traité de cette façon, c'est un peu n'importe quoi. Si quelqu'un c'est un peu n'importe quoi, on est d'accord que c'est une attaque personnelle. On est d'accord.
rien ne justifie non plus de votre côté que vous fassiez un réponse, un mail qui dit « mais pourquoi tu me dis que c'est n'importe quoi, ne rentrez pas dans ce… » Essayez de regarder si on interroge le résultat d'un dossier, remettez à plat, sauf erreur, j'ai bien remarqué que voilà, etc., ta remarque va dans tel sens, voilà ce que j'ai fait, etc. Si tu veux, on peut en parler de façon plus détaillée. Ne rentrez pas… Moi, c'est le… Oui, c'est Noélie. J'aimerais juste ajouter quelque chose à ce que tu dis là et puis aussi interpeller sur le fait qu'effectivement, l'intelligence émotionnelle n'est pas simple à acquérir parce que c'est pas souvent sur nos capacités intellectuelles, notre capacité à faire qu'on est challengé, surtout nous, Africains, c'est plus sur notre capacité à prendre du recul. Et plus on a vécu des situations difficiles, plus la capacité à prendre du recul est plus compliquée. Mais par contre, je pense que si on vivait chacune des situations comme étant une victoire personnelle sur la prise de recul et sur l'atteinte de son propre objectif, ce serait des exercices, ça deviendrait des exercices et pas plus des challenges. Et surtout et moi, ce que je fais souvent, très souvent, c'est quand j'ai en face des personnes, parce qu'on a besoin de tout pour réussir, des personnes qui sont avec nous, des personnes qui sont contre nous, des personnes qui sont partiellement avec nous, des personnes qui attendent de voir ce qu'on va prouver. Toutes ces personnes-là, quand on arrive sur une prise de pause, il faut les identifier et pas les rejeter, mais les amener chacun à travailler pour notre succès, pour mon succès. C'est-à-dire que cette personne-là qui est contre moi, elle va me ressortir tous les détails que je ne prends pas en compte parce que je suis trop sûre de moi, pour pouvoir prendre en compte encore plus de choses et être plus proche de ma réussite. Donc, quand j'entre dans une réunion avec une personne, moi, je ne gère pas les réunions avec des personnes que je sais que c'est compliqué qu'avec une personne qui est acquis à ma cause. Je vois qu'il y a une main levée, Wumba, on te donnera la parole tout à l'heure. J'aimerais quand même, Serge, je ne sais pas ce qui se décide, j'aimerais quand même, Serge, te faire réagir sur ça avant. Juste, j'avais une question, hein, moi, par rapport à la réaction qui vient d'être faite là, c'est de dire quel est l'objectif en fait pour vous quand j'entends je veux travailler avec des personnes pour mon succès sur la prise de poste, quel est l'objectif pour vous par exemple lors d'une prise de poste? Mon objectif c'est d'arriver à mettre mes compétences au service de l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est de matcher le besoin, la compétence et le besoin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vraiment choisir avec qui vous allez travailler ou pas Non, j'ai pas, justement, c'est bien ce que j'ai dit. Hein, je précise bien, je ne choisis pas avec qui je travaille. Voilà. Je m'adapte à ce que je trouve. J'ai bien précisé que chaque personne, quand j'arrive dans une prise de poste, j'identifie en fait qui est qui, le rapport de force aussi en présence et ce que va m'apporter chacune de ces personnes, à froid. Pas dans une notion de challenge, mais à froid. Donc, Serge, est-ce que tu veux réagir quand même par rapport à ça? Il y a un élément qui reste quand même fondamental et où parfois on se perd un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on accorde de l'attention à ce qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas contrôler, tel que la réaction des autres, parfois on fait fausse route. Ce qui est plus intéressant, c'est de se focaliser d'abord sur soi. Parce qu'il n'y a que nos comportements qu'on peut gérer. Les humeurs des autres, ça ne dépend pas de nous. Il y aura toujours des gens qui auront des comportements qui ne vont pas nous plaire. Il y aura toujours des gens qui auront des réactions qui ne vont pas nous plaire. Il y aura toujours des gens qu'on va aimer ou pas. Donc, ça ne dépend pas de nous. Le monde, il est fait ainsi. Mais le plus important, c'est pourquoi laisser que les comportements de ces personnes-là viennent nous réveiller quelque chose à nous qui fait que nous, on se met dans un autre état d'esprit qui fait qu'on perd un peu le pied, quoi. Le plus important, c'est ça. C'est OK, moi, j'ai identifié telle personne comme quelqu'un d'antipathique ou quelqu'un qui ne veut pas de moi ou qui ne veut pas me blairer. OK, c'est bon. Mais maintenant, qu'est-ce que moi je fais pour que sa réaction ait moins d'impact sur moi, sur mon travail et sur ce que je fais? Ça, par contre, ça, je peux le contrôler. Et une fois que j'ai identifié ça, je mets en place justement un fonctionnement qui me permettra de continuer à évoluer sans que ça ne puisse m'handicaper. Je ne sais pas qui est-ce qui a pris la parole parce que j'ai réduit l'écran du fait du partage. Oui, je vois la main d'Umba. Il y a la main d'Umba et puis il y a des réactions dans le chat de Daniel.
D'accord. Alors, juste une chose, Rosemary, juste une chose. Un dernier élément là sur. Je voulais interpeller la personne par prénom, mais je ne sais pas qui a pris la parole. Je suis désolée, j'ai réduit les écrans pour. C'est Noélie. Ouais. Ok. Alors, Noélie, sur en fait. Donc là, la réponse de Serge sur le plan de la gestion émotionnelle, il faut y prêter attention. Et la bonne nouvelle, en fait, même si c'est vrai que ce n'est pas intellectuel, la bonne nouvelle, c'est que la gestion émotionnelle, ça s'apprend. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. L'élément sur la communication, moi, j'attirerai plus votre attention, en fait, sur le fait d'identifier les interlocuteurs à qui vous avez affaire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, chaque individu a une façon de communiquer en fonction de qui il est. Et en réalité, tout ce que les gens font ont plus à voir avec eux qu'avec vous. Ça, vous le savez déjà. Mais comment ça se traduit dans la communication ? Je veux dire, quelqu'un de grincheux, en fait, si vous trouvez le bon ton, la bonne façon de communiquer avec cette personne, parce que vous savez ce qu'il attend, parce que vous savez comment il fonctionne, vous avez quand même de fortes chances d'éviter des conflits inutiles, en fait. Ça, ce n'est pas aisé. Ça, on ne règle pas en une phrase, en 2 commentaires. On est d'accord. Mais vraiment, prêtez attention. Moi, j'attire l'attention du maximum d'entre nous, là, aujourd'hui, sur le fait de dire les personnes avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous interagissez sur le plan de la communication interpersonnelle, même là, du coup, prêtez attention quand même à qui vous avez affaire. Est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt axées sur des résultats ? Est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt axées sur l'émotion, etc. Quand vous arrivez en fait à déceler ce genre de profil de communication ou d'interaction, vous pouvez être le plus juste possible dans vos interactions. La bonne nouvelle, c'est que vous ne vivez pas avec eux 24 heures sur 24. Donc, en 8 heures dans la journée, vous pouvez quand même essayer de travailler votre façon de vous adresser à eux. Et évidemment, ça permet de dédramatiser un petit peu le sujet. On n'aura pas tout résolu, mais vous aurez quand même un petit peu dégrossi le problème. En tout cas, je vous le souhaite. Donc ça, c'est... Je peux intervenir, s'il vous plaît. Juste, je vais donner la parole à Oumba, parce que Oumba a levé la main depuis un moment, s'il vous plaît. Voilà. C'est Oumba, justement, c'est Oumba. Ah, d'accord. Merci. Oui, j'étais déjà désespérée, mais bon. Non, il ne faut pas, je vois cette main magnifique levée depuis, je suis très... D'accord. Déjà, je voulais remercier l'intervention de Neil et puis de Serge. Je suis parfaitement d'accord avec vos propositions, enfin, avec vos orientations, effectivement, connaître son interlocuteur et tout. Mais je veux attirer l'attention sur le cas de situation, certaines situations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs types de prises de poste. Vous avez une prise de poste qui peut se faire, comme tu l'as dit, Niel tout à l'heure, c'est-à-dire tu arrives dans une nouvelle société, personne ne te connaît, et bien voilà, tu auras des gens favorables parce que, par exemple, les recruteurs, ils avaient un besoin imminent, donc ils ont trouvé le profil qu'il fallait, donc d'office, ils te sont favorables. Tu auras des gens qui ne comprendront pas pourquoi on est parti prendre à l'extérieur et puis toi, tu arrives là, toute gentille avec le sourire, on ne va pas comprendre. Ça, c'est déjà un cas de prise de poste. Le deuxième cas de prise de poste qu'on a, c'est que vous êtes dans une boîte où vous évoluez, vous êtes même dans une entité et vous comment on appelle ça? Vous avez cheminé avec des gens et du jour au lendemain, la hiérarchie estime que parmi les gens avec qui vous avez cheminé, vous vous démarquez. Donc, vous vous retrouvez à prendre un poste de responsabilité ou autre avec des gens dans le milieu dans lequel vous aviez l'habitude de travailler. Ça, c'est déjà un deuxième cas de prise de poste. Le troisième cas de prise de poste, c'est que vous vous retrouvez vous êtes par exemple dans une même boîte, mais vous êtes affecté ailleurs. Peut-être ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je donne un exemple, on estime que vous vous en êtes très bien sorti au juridique et là maintenant on vous met aux ressources humaines parce qu'on estime qu'il y a une base juridique. Les gens des ressources humaines, votre équipe qui vous accueille, ils ne comprennent pas trop pourquoi, d'où vous sortez et tout, pourquoi c'est vous qu'on a pris quelqu'un d'autre. Donc, ce sont autant de cas que je pense qu'il faut quand même qu'on ait une idée qui peut faire que, en fonction des réactions que vous aurez, vous avez parlé effectivement d'une prise de parole pendant les réunions. Vous allez avoir des gens qui vous testeront, si vous êtes compétent, parce que, par exemple, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas pourquoi on vous a mis à ce poste, peut-être dans le premier cas et le troisième cas que j'ai donné. Vous avez des gens également qui voudront vous dévaloriser parce qu'ils estiment que vous n'êtes pas si bon que vous le prétendez et tout et tout. Et moi, dans ce cas de figure, c'est vrai que dans la norme, on dirait qu'il faut avoir de la retenue et tout, c'est-à-dire avoir un discours modéré, ne pas forcément aller dans le sens de l'interlocuteur. Mais
je pense que, par exemple, si vous êtes dans le cas numéro 2, où vous êtes avec des gens avec qui vous avez coopéré et que maintenant vous vous élevez au-dessus d'eux, il y a des moments, il peut arriver que vous remettiez les gens de manière très, très, très diplomatique à leur place. Donc, je pense qu'il faut souvent, comme vous disiez tantôt, il faut opter pour l'intelligence émotionnelle, mais également pour l'intelligence situationnelle. Parce qu'il y a des moments vraiment, justement, ces gens, sachant que vous venez d'arriver, qu'est-ce que vous voulez leur montrer? Parce qu'eux aussi, ils ont une interprétation. Peut-être que quand vous êtes arrivé, vous les avez regardés de travers ou de haut, or que vous n'en pensez pas moins. Alors qu'il ne faut pas, il ne faut pas. Voilà, effectivement. Mais souvent, malheureusement, il y a des gens, lors de leur prise de poste, ils regardent les gens de très haut. Moi, par exemple, je me suis retrouvée dans une direction où, en 4 ans, j'ai changé de poste. Je suis passée, j'ai occupé 3 fonctions différentes. Donc, je gère aujourd'hui, je suis N+2 de gens avec qui j'étais au même niveau. Et du coup, j'ai des réactions souvent. Bon, après, je sais comment gérer parce que je les comprends. Mais c'est pour dire que il y a beaucoup il faut modérer, mais il y a des moments, il faut aussi recadrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous tester. Il y a des directeurs même qui ne peuvent pas comprendre pourquoi c'est vous qu'on a mis là, pourquoi on est parti prendre quelqu'un d'autre et tout. Donc ça, effectivement, c'est peut-être le contexte plus africain, mais je voulais quand même souligner ça. Merci. Merci beaucoup, Mba. Serge, tu veux réagir? Moi je vais aussi réagir, mais peut-être qu'on va laisser la parole à Serge avant. Moi de l'intervention de tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Oumba, je ne sais pas. Il y a Oumba vient de prendre la parole tout de suite. Oui, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, par exemple, c'est le fait qu'elle puisse souligner que quelqu'un veuille la dévaloriser. La valeur de quelqu'un, c'est quelque chose d'intrinsèque, la valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on permet à quelqu'un d'externe de nous dévaloriser, ça veut dire qu'on a déjà un problème en soi. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est d'abord personnel. C'est-à-dire que peu importe les attaques qu'on va avoir à l'extérieur, si à l'intérieur déjà on n'est pas guéri, si on n'a pas une certaine stabilité, c'est sûr qu'on va être fragilisé et du coup on aura tendance à vouloir réagir au moindre bruit. Quand on est sûr de soi, vous n'avez pas choisi d'être à ce poste-là. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez des compétences, ça veut dire que quelqu'un a trouvé que c'était votre place. C'est à la personne de dire, OK, on peut l'enlever parce qu'elle n'a plus sa place ou pas. Ce n'est pas aux autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, tout le monde le sait déjà, ce n'est pas une information. Maintenant, c'est est-ce que je vais laisser justement tout l'environnement qui est à côté venir valider ma place ou pas? Je n'ai pas besoin de leur validation. Moi, la seule validation qui est valable, c'est la mienne. Du moment où vous avez votre validation à vous, vous restez focus sur ce que vous avez à faire. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Oumba, je vais rajouter quelques éléments aussi à cette réponse à laquelle je souscris totalement, hein, parce que je suis passée par là. Donc, je suis passée par là, dans la situation, je suis passée par là pour les conseils et l'application. Ce que je vais rajouter dessus, c'est, on est d'accord que pour la prise de poste, il y a plusieurs environnements, on l'a mis en énoncé d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas exhaustif, parce qu'on n'aura jamais pu, on n'écrira jamais tout ce qu'il faut, mais évidemment que la prise de poste intervient aussi bien quand on est en mutation, qu'on est, comment dit-on techniquement, quand vous décidez évidemment dans la même entreprise de postuler pour un service différent. Les situations sont variables. Ce qui ne varie pas, c'est la personne qui bouge, c'est vous. Donc, l'intérêt, c'est de travailler sur vous, c'est de ça qu'il est question. D'accord? Vraiment, essayez de vous focuser sur vous. Peu importe que vous travaillez au Cameroun, que vous travaillez… Franchement, les situations que vous vivez en Afrique sont les mêmes situations qu'on vit partout parce qu'en fait, finalement, les individus ont l'impression que ce sont des clones, en fait. Hein. Vous avez toujours quelqu'un qui vous casse les pieds, vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas, vous avez quelqu'un qui vous aide. C'est la même situation à travers le monde, clairement. Donc, il faut vraiment pouvoir se focuser sur vous-même. Et comment on arrive à faire ça? Ce n'est pas une clé magique. Hein, ce guide pratique, c'est vraiment un élément parmi d'autres. N'hésitez pas à enrichir avec d'autres éléments, mais la réflexion est intéressante de se dire, on travaille sur soi d'abord, aussi bien sur votre façon de communiquer. J'entends quelqu'un, par exemple, qui vous casse les pieds, etc., que vous souhaitez remettre à sa place. Mais en fait, dans votre façon de communiquer avec cette personne, vous pouvez, si vous décidez de faire un point avec cette personne, la façon avec laquelle vous allez le faire va participer à construire la suite de l'atmosphère.
Imaginez, Oumba, que vous interpellez cette personne dans un couloir. Oui, toi, tu me parles comme ça, j'aime pas trop, etc. Est-ce que vous pensez clairement que l'environnement pour la suite va être terrible? Au rebours, vous décidez de dire à la personne, écoutez, écoute, j'aimerais qu'on ait un moment d'échange, si tu as 5 minutes. Je vais prendre un exemple très concret, Oumba. Moi, je travaille avec quelqu'un qui était très toxique, d'accord, qui a réussi à faire fuir beaucoup de personnes, qui a réussi à faire partir une dame qui était dans la boîte depuis une quarantaine d'années et qui pensait finir ses petits jours, quarantaine d'années en tout cas, qui n'était pas loin de partir à la retraite. Donc, il a fait battre en retrait. Okay, donc, je tombe sur cette personne-là et évidemment qu'il y a des situations qui ont été très chaotiques. Mais moi, au moment où j'avais besoin de m'expliquer très farouchement avec elle, je ne disais pas, bon, toi, ça va saigner, on va… Non, je lui faisais un mail où je lui disais, est-ce qu'on pourrait discuter un moment? Et je prends le temps, en fait, d'organiser ma réflexion, de choisir mes arguments. Parce que l'objectif de mon échange avec cette personne, ce n'est pas de lui montrer que je suis plus forte qu'elle, ou etc. C'est de lui dire qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, j'en sais rien. Mais moi, avant d'aller discuter avec cette personne, je me dis dans ma tête, mon objectif de discussion avec elle, c'est d'arriver à identifier s'il y a un vrai problème. Déjà, être sûr que ce qu'il y a dans ma tête, c'est exactement la réalité, ou peut-être que je me fais un film. Et puis, si c'est la réalité, qu'on en parle de façon apaisée, parce que ce que je veux, à l'issue de cet échange, c'est que ce soit apaisé. Parce que je veux travailler, en fait. Moi, je suis là pour travailler, je ne suis pas là pour autre chose. Donc, mon objectif, c'est celui-là. C'est différent. Et si on se dit, ah, elle m'a cassé les pieds, je suis arrivée là, elle pense que je suis arrivée là par hasard, je vais lui régler son compte. Déjà, l'objectif, vous voyez, c'est ça. Je vais attirer l'attention sur ça. C'est pour ça que c'est important de travailler sur vous, de maîtriser au maximum votre façon de construire votre discours quand vous allez échanger avec des personnes. Quelqu'un qui vous attaque sur vos compétences personnelles, si vous avez envie de lui montrer aussi à cette personne qu'elle est incompétente, vous allez choisir des arguments différents, vous allez choisir un ton différent, mais vous savez que l'issue va être différente. Mais ça, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes un petit peu hasardeuse. Il ne faut pas l'être au boulot. Il faut que ce soit plus ou moins que vous contrôliez un petit peu la situation et l'issue de vos échanges. Donc, si vous avez envie que ce soit constructif et que ça dure dans une atmosphère le plus apaisée possible, même si vous n'avez pas les clés pour que l'autre en face fasse pareil, mais vous, de votre côté, faites votre part, en fait. Donc, c'est sur ça que vous devez travailler, que vous soyez à Hong Kong, que vous soyez en Inde, etc. Honnêtement, moi, je fais le pari. Hein. Je suis en France, c'est vrai que je n'ai travaillé qu'en France, mais je travaille dans différentes boîtes, avec différentes cultures, et les gens se ressemblent. Les problèmes se ressemblent, franchement. Est-ce que j'ai répondu est-ce qu'on a répondu un petit peu à cette interrogation, Oumba? Oui, parfaitement. De toute façon, je partage. Je n'ai pas dit que je suis un lion qui s'apprête à bondir. Il ne faut pas, parce qu'après, quand vous serez directrice… Malheureusement, il y a des formules, effectivement, moi je partage hein, de toute façon, il y a des formules qui marchent avec des gens parce que oui. Je suis d'accord qu'on observe les gens et vous savez qu'il y a des gens, vous pouvez les rattraper par le dialogue. Vous pouvez les rattraper par le dialogue, par exemple, moi je pense… quand on accède à des postes de manager, tout ce qui a trait au team building, c'est vraiment des outils qui aident beaucoup parce qu'on se retrouve dans d'autres endroits. Voilà. Maintenant, malheureusement, vous avez des gens qui font preuve de beaucoup d'aigreur. Effectivement, ce n'est pas forcément de votre fait, mais vous devenez justement leur victime, leur cible. Et souvent, vous êtes un peu obligé de taper du poing sur la table pour recadrer les choses. Mais d'une manière générale, tout à fait d'accord avec les éléments que vous avez dit et surtout, il faut essayer de travailler soi. J'ai un peu perçu le problème, la pensée de Serge par rapport à tout ce qui a trait à la dévalorisation. Bon, c'est vrai que je ne l'avais pas vu dans ce sens-là, que peut-être c'est moi qui pense qu'on me dévalorisait, mais souvent, vraiment, les gens ont des termes qui vont au-delà de l'aspect professionnel. Donc, en tout cas, ça, je note. Donc, je suis entièrement d'accord. Oui, non, c'est des choses qui se travaillent, honnêtement. Même la perception que vous avez Enfin, c'est des choses qui se travaillent, mais c'est Serge le génie de cet élément-là, à qui je vais passer la parole. Si vous n'avez plus de questions, on reviendra sur les questions, d'accord? Donc, moi, je suis un petit peu embêtée. Je ne sais pas si vous voyez comme moi des espèces de gribouillis là sur l'écran. Je vois des espèces de gribouillis, si vous ne les voyez pas. Oui, on les voit. Oui. On les voit, mais heureusement, c'est vert clair, donc ça… Bon, voilà, je ne sais pas comment les enlever, je suis gênée. Donc, notez vos questions si vous en avez d'autres, comme ça on enrichira l'échange à la suite. Je passe la parole à Serge, donc il va nous entretenir sur la question de la gestion du stress.
Monsieur Edongo, c'est comme vous voulez, vous me dites à quel moment je suis, je change Oui, d'écran. là c'est bon, je pense. Tu n'as pas un slide avant? C'était juste l'introduction, en fait. Ok. Oui, là, je pense on avait déjà fait un pas dedans, en quelque sorte. Le stress, les différentes émotions qu'on peut avoir lors des prises de poste. Mais bon, c'est pas que dans les prises de poste. Je pense que c'est une question, même dans notre quotidien, on fait face généralement au stress. Le stress déjà en lui-même, c'est de la réaction qu'on peut avoir, hein, que ce soit physiologiquement ou bien physiquement au niveau de notre organisme en fonction de la situation à laquelle on se retrouve. Donc, ça peut être une situation qui est, entre guillemets, exigeante, une situation qui peut être que nous, on peut juger difficile, parce que c'est justement l'analyse qu'on peut avoir par rapport à la situation qui peut causer cet état de stress-là. Les changements aussi, les changements peuvent être source de stress, parce que quand on quitte d'une zone qu'on connaissait déjà pour aller vers une zone qu'on ne connaît pas, ce changement-là peut provoquer du stress. Donc, partir d'une zone de confort à se retrouver dans une zone inconnue, d'où le changement de poste. Je change un poste, j'étais à un poste où je maîtrisais tous les rouages. Et là, on m'affecte à un nouveau poste où je repars comme un débutant alors que j'étais déjà rodé dans d'autres postes. Ça peut être quelque chose de très perturbant. À la base, le stress en lui-même, il n'est pas si nocif que ça. C'est-à-dire que c'est quand même c'est quand même un élément qui, à un moment donné, a été indispensable et qui est indispensable même pour notre fonctionnement, parce que c'est un peu comme un signal. C'est quelque chose qui nous permet, nous, de nous protéger parfois de certains dangers. Sauf que, à la longue, avec le mode de vie actuel, on finit par l'utiliser contre nous. On l'utilise contre nous de manière inconsciente, hein, parce que personne ne veut se faire du mal consciemment. Juste qu'il y a des enjeux, qu'on ne mesure pas, et du coup, le stress, on finit par l'utiliser contre nous dans la mesure où chaque fois qu'on se retrouve face à certaines situations, on va surévaluer les situations, on va devenir des mauvais réalisateurs. J'ai l'habitude de parler de mauvais réalisateurs parce qu'on développe comme ça des espèces de films qui sont parfois disproportionnés par rapport à la réalité. Donc, l'idée, justement, dans le guide de pratique, c'est d'attirer aussi l'attention là-dessus, sur le fait que, finalement, le stress, ça peut être quelque chose que nous-mêmes on crée, mais de manière inconsciente. C'est au niveau du slide, là, par exemple, on a mis une statistique de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité du travail en Europe qui souligne quand même que 50% des travailleurs européens déclarent que le stress est courant sur leur lieu de travail. 50%, c'est quand même quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que c'est quasi la moitié des travailleurs européens qui soulignent quand même ce problème-là. Donc, c'est une question à prendre, je peux dire, entre guillemets, très au sérieux, afin que ça puisse être quelque chose qui pourra nous amener plutôt à évoluer. C'est-à-dire que dans notre environnement professionnel, le fait de tenir compte de ça permet aussi de se prendre en charge et de ne pas laisser ce stress-là nous desservir, que ce soit plutôt quelque chose qui va venir nous booster, nous amener vers l'avant. On a cité dans le guide justement Patrick Légeron, qui est un psychiatre qui s'est un peu spécialisé sur le travail sur le stress, qui lui a cité 4 éléments qui sont la pression, dans les exigences qu'on peut avoir au niveau du travail, que ce soit par nos collaborateurs ou nos supérieurs hiérarchiques, les changements que j'ai cités déjà, la frustration, les relations entre les différents individus. Moi, avant de continuer là, par exemple, moi j'ai une histoire, un client, je vais partager un peu l'expérience d'un client par rapport à la gestion de stress, qui assurait une intérim, c'est-à-dire qu'il a son patron, il a son N+1 qui est absent pour une longue durée, et lui, il a assuré l'intérim pendant tout ce temps-là. Il a très bien fait son travail, sans problème, tout se passait bien, jusqu'au jour où on est venu lui annoncer qu'il fallait qu'il prenne la place de son N+1. Donc, il devait se retrouver directeur, et là, panique. Il se met à paniquer, il commence à avoir des insomnies, il commence à être nerveux,
Et là, la question est de savoir pourquoi. C'est-à-dire que le même travail, il a fait quand il assurait l'intérim, il n'y avait pas de souci. Pourquoi, brusquement, quand on lui donne la responsabilité, tout chamboule? Donc, ce chamboulement-là, à un moment donné, se fait tout simplement, quand je discutais avec lui, il me dit, parce que j'ai commencé à me poser des questions que je ne me posais pas avant. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'une fois qu'on a la responsabilité, on commence à se poser ces questions-là? Il a commencé à regarder les risques, il a commencé à regarder le temps qu'il allait perdre, il a commencé à regarder son indisponibilité, il a commencé à regarder sa vie familiale. C'est vrai que le stress, à un moment donné aussi, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, quand on se retrouve dans l'inconnu, ça nous fait paniquer. Et je pense que sur son cas, c'était ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu être directeur. Lui savait qu'il était dans une zone de confort qui était gérer juste cet intérim-là. Et du jour au lendemain, bam, ça arrive comme ça. On lui dit, vous êtes promu, vous êtes directeur. Et là, la question qu'il posait, c'est de savoir, le poste, je le prends ou pas? Donc, on arrive même finalement à venir poser des questions qu'on n'aurait pas posées peut-être si c'était dans notre projet dès le départ. Parfois, c'est aussi super intéressant de savoir déjà quel est notre projet, de telle sorte que une promotion, par exemple, ne soit pas comme une surprise. Est-ce que c'est dans notre projet? Est-ce que ça fait partie de nos objectifs? Est-ce que c'est vraiment là-bas qu'on veut y aller? C'est-à-dire qu'en entrant déjà dans la boîte, en étant dans la prise de poste, c'est en quoi on est préparé. Est-ce qu'on est vraiment préparé à évoluer? Est-ce qu'on est préparé à bouger? Est-ce qu'on est préparé à découvrir une nouvelle manière de travailler? Est-ce qu'on est préparé à faire des efforts sur nous? Est-ce qu'on est préparé à nous adapter à l'environnement qu'on va trouver? Parce que l'environnement, en même temps, il ne va pas changer parce que nous, on vient d'arriver. À un moment donné, quand on arrive dans un environnement, on a aussi un certain temps d'adaptation. Et c'est super important de tenir compte de ça. J'arrive, j'ai un temps d'observation, j'ai un temps d'adaptation, je ne me presse pas. Et l'une des erreurs aussi qu'on commet généralement lors des prises de poste, c'est qu'on veut être bon tout de suite. J'arrive aujourd'hui, il faut que tout soit parfait directement. Ça, il faut qu'on s'autorise. On peut s'autoriser aussi à ça. On peut s'autoriser à faire des erreurs. On peut s'autoriser à ne pas être bon dès la prise de fonction. On peut s'autoriser à aller vers les autres. On peut s'autoriser à aller à la cafette. Tous ces éléments-là sont super importants et ça nous permet, nous, d'intégrer le nouvel environnement sans qu'on ne se sente en danger. Parce que c'est ça, c'est finalement le stress. C'est qu'on se retrouve en train d'anticiper ces scénarios qui sont les pires scénarios qui puissent arriver et qui généralement n'arrivent même pas. Ça n'arrive pas. C'est juste qu'on va se mettre dans cet état-là, mais au lieu qu'on pense, on peut plutôt penser à OK, j'arrive à ce poste-là, tout va bien se passer, je vais apprendre ce que j'ai à apprendre, même s'il y a des outils que je ne connais pas, je pourrais me rapprocher auprès de ceux qui connaissent déjà ces outils-là, mais non, généralement, on prend une autre position en disant OK, je reste dans mon coin et là, je me fais des films. Je deviens un réalisateur de films d'horreur qui vont faire qu'à un moment donné, je me retrouve en train d'avoir peur alors que j'ai des compétences pour pouvoir faire mon travail correctement. Donc, l'idée, justement, dans le guide, était d'attirer un peu l'attention sur ces différents points-là, afin que la personne, que tout un chacun puisse identifier déjà quelles sont ses sources de stress, qu'est-ce qui, à un moment donné, peut provoquer ce stress-là, et c'est déjà quoi ce sentiment-là? Parce que le fait d'être dans le déni aussi de ce sentiment-là peut venir encore amplifier. Ça peut venir amplifier. Donc, sur le slide 2, là, on a parlé des différentes sources de stress. Dans les différentes sources de stress, on a bien présenté le contexte professionnel. Dans le contexte professionnel, l'incertitude de l'avenir, les changements dont j'ai déjà parlé, la découverte de nouveaux métiers, oui, il faut se réadapter, la gestion du temps et autres. Je ne vais pas tout lire. Sur le deuxième point, on a pu mentionner le rapport à la hiérarchie. Le rapport à notre hiérarchie aussi, parfois on est soit dans une attente, parce qu'on attend que la hiérarchie soit peut-être protectrice, soit on a besoin de la valorisation de notre hiérarchie. Donc, quand elle nous dévalorise, on accuse les coups. Parfois dans la compréhension aussi, même si ça peut être aidant,
C'est pour ça que là, je peux revenir sur les points sur lesquels on discutait tout à l'heure. C'est super important d'avoir déjà des ressources internes. Le fait d'avoir des ressources internes permet à un moment donné de ne pas s'exposer, de ne pas être le jouet, si je peux utiliser ce terme-là. On ne va pas s'exposer à être le jouet de tout le monde. Il faudrait déjà que nous, à l'intérieur, qu'on ait un certain équilibre personnel qui fait que les gratifications des autres devraient être juste du bonus. On ne devrait pas dépendre des compliments, des appréciations, des... Non, il faudrait déjà qu'à l'intérieur, on soit armé, qu'on sache qui on est, qu'on sache ce qu'on vaut, de telle sorte que quand on a un poste, on assume notre poste. On doit l'assumer personnellement, pas attendre que ça vienne forcément de l'extérieur. Le rapport avec les collègues, ça, c'est sûr que c'est l'une des grandes sources de stress aussi, parce que parfois, quand on arrive dans une entreprise, on attend que tout le monde nous embrasse. Mais non, pas forcément. On sait très bien que c'est utopique de penser comme ça, parce que non, le monde, il n'est pas comme ça. Il y aura des personnes qui vont nous sourire, il y en aura qui ne vont pas nous sourire. Ça, il faut l'accepter comme ça. Les gens, ils sont comme ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se faire tout un film, qu'on va généraliser et qu'on va aller s'enfermer dans des espèces de croyances qui vont nous pousser à adopter des comportements qui vont encore venir envenimer la situation. Parce que généralement, surtout dans des espèces de boucles comme ça, on a cru à quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on adopte un comportement pour contre-attaquer. Et finalement, même une situation qui était toute simple, qui était banale, qui était juste une situation, qui était juste un problème de communication, peut devenir un problème violent ou autre. Donc, c'est super intéressant de pouvoir identifier tous ces petits détails-là. Dans le contexte personnel, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste depuis. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants. C'est-à-dire que déjà, quelle est la vision qu'on a de soi? Avant d'attendre de pouvoir identifier la vision que les autres ont de nous, moi déjà, comment je me vois? Est-ce qu'à l'intérieur déjà, j'arrive à me faire des compliments? Est-ce que j'arrive à être sûr de moi? Est-ce que j'arrive à m'apprécier avant de pouvoir attendre ce que les autres vont venir me dire? Qu'est-ce que je pense de moi? Le manque de confiance, c'est super intéressant déjà de travailler sa confiance en soi ou de jeter un regard là-dessus. La manière dont on peut exprimer notre vulnérabilité émotionnelle, c'est des points qui sont super intéressants à aller travailler. Peu importe le travail, je pense que personne n'a guéri. Moi, j'étais dans le milieu du sport et même dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui, je me rends compte que c'est quasi les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas, par exemple, ses collaborateurs, on ne choisit pas ses collègues. Donc, il va toujours falloir à un moment donné qu'il y ait quand même cette capacité d'adaptabilité-là en fonction du milieu dans lequel on pourra se trouver. Dans l'autre point, après, nous, on a pu aussi évoquer comme ça on a pu donner quelques solutions. Et puis, tu veux que j'aille sur un slide? Je ne sais pas. Le slide où tu étais tout à l'heure, je pense que tu l'as descendu. Oui, c'est le même. D'accord. Donc, quelques points clés comme ça qu'on avait mis avec d'autres exemples, qui étaient les craintes de jugement, les évaluations. Globalement, j'en ai parlé un peu, mais l'idée reste toujours sur le travail personnel. C'est-à-dire que cette problématique-là, c'est pareil, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Le stress ne se vit pas à l'extérieur, il se vit à l'intérieur. Il se vit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous le construisons. C'est juste le résultat d'une pensée débordante, c'est le résultat d'une imagination débordante. Maintenant, le plus important, c'est de pouvoir canaliser tout ça. Comment créer un filtre qui va faire que ce stress-là ne soit pas quelque chose de destructeur? Comment je fais pour être bien dans ma tête? Comment je fais pour me rassurer? Comment je fais pour mieux m'organiser? Comment je fais pour mieux communiquer? Tout ça, c'est intérieur. Donc, prendre la responsabilité de travailler là-dessus pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. S'il y a des questions encore, s'il y a des questions là-dessus, je suis preneur. De toute façon, on va échanger bientôt. On a fini, en fait. On a fini. Juste le temps de présenter rapidement. J'ai vu, Rosemary, qu'on a dépassé. Hein, il est 12h maintenant, 11. Donc, rapidement, en 1 seconde ou 1 minute. Hein. Donc, deux outils inclus dans ce guide pratique, en fait, hein, qui nous a semblé important. Une fois de plus, voilà, on a essayé de faire succinct,
même si là, sur les slides, on en a 16, le format, pour ceux qui sont encore attachés au format papier, parce qu'il y a des irréductibles quand même, il est tout petit. Franchement, il se lit vraiment très rapidement. La version numérique arrive très prochainement. Donc, pour ceux qui veulent évidemment sauver la planète, on fait ce qu'on peut. Je ne sais pas si ça va vraiment sauver la planète, on fait au mieux. Mais voilà, donc 2 outils d'auto-évaluation, d'accord. Un sur le Zoom sur votre poste, ça c'est important. Ça vous aide un petit peu, à votre avis, quelle est la meilleure formation, expérience requise, etc. Comme ça, vous êtes à l'aise, parce qu'il y a aussi parfois le sentiment d'imposture hein, qui habite beaucoup de personnes, dont moi-même, hein, moi ça m'est arrivé hein, de me demander, mais attendez, pourquoi je serais, moi, en train de superviser des entités à l'étranger alors que je n'ai jamais fait ça, peut-être que je ne suis pas compétente. C'est bien quand même d'avoir des outils comme ça pour vous mettre au point avec vous-même. Vous finissez, en fait, après ce point-là, par vous rendre compte de la pertinence, en fait, de votre présence sur un poste. D'accord? Et aussi, peut-être, de déceler tout de suite, comme on le disait au début de cet échange, les éléments qu'il faut performer un petit peu. Un dernier élément sur le profil, la crédibilité du positionnement. Hein, est-ce que c'est plus votre ressenti? Donc, voilà. Je ne vais pas m'appesantir davantage. On va vous laisser la parole. On va quand même se référer à Rose-Marie pour savoir combien de temps on dispose pour cet échange-là. On va finir à 10h30. Donc, on va prendre encore, voilà, on peut poursuivre des choses encore pendant, donc 15 minutes à peu près pour des personnes qui ont d'autres questions. Voilà, besoin D'accord. d'autres questions. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait des éléments de contribution. De Daniel dans oui. le chat. Alors, je et vais le lire. Juste Rose-Marie, excuse-moi, oui. Je sais que tu enregistres la session actuellement. Oui. Et j'ai tendance à être un petit peu gênée par des broutilles, je m'en excuse, mais est-ce que quelqu'un sait comment on peut virer ces gribouillis là? Parce que je fais CTRL-Z, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une gomme quelque part? Non, alors, honnêtement, moi, je ne sais pas. Bon. Bon, En tout cas, c'est... Tu as encore besoin du partage d'écran? Je pense que si tu reviens juste sur ton... Ah, super, il y a quelqu'un qui a fait... Oh, voilà. Magnifique. Super. Super. Bon, ben voilà, okay. On attend donc quelqu'un. Voilà. Donc, je lis les contributions de Daniel. Voilà, c'est Umba qui faisait un partage où elle s'est trouvée tétanisée pendant 2 mois, au moins 2 mois en prenant un nouveau poste. Là, c'est une contribution de Daniel. Parfois, nos réactions cachent des choses qu'on a enfouies en nous. Ça, c'est dans ton propos au début. Ça, c'était tout au début? Voilà, comment on réagit aux réflexions que les collègues peuvent faire et tout ça. Alors, voilà. Ouais, alors moi, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je dois apprendre au travers de cette situation, d'accord? Donc ça, c'était la question de Daniel. Il y a une autre question de Daniel, et parfois on a une mauvaise perception de la situation, donc ça devait être une réaction par rapport à ce qu'on se dit. Voilà, on va commencer tour à tour. Hein. Serge, est-ce que tu veux réagir? Moi, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je dois apprendre à travers cette situation donc, de prise de poste. Hein, je sous-entends la fin de la question. La question, je ne la comprends pas bien, c'est qu'est-ce que je dois apprendre? Oui, qu'est-ce que je dois apprendre à travers la situation de la... C'est bien ça, hein, Daniel, qu'est-ce que je dois apprendre? La réflexion, c'est par rapport justement où tu parlais des relations qui peuvent être parfois conflictuelles avec des collègues, où on peut, voilà, vous attaquer, enfin, on peut vous faire des réflexions, on peut vous attaquer même personnellement, etc. Et voilà, c'était là où elle avait dit qu'elle est... Ah oui, d'accord. Mais elle peut prendre la parole, Daniel. Hein, tu peux... Oui, voilà. Si tu peux ouvrir ton micro, Daniel. Daniel, vous pouvez démuter, hein? Ouais. Ça y est, c'est démuté. On vous écoute. Hein. Bon. Ce n'est pas grave, peut-être un problème de connexion. Bon, en tout cas, on a compris hein, la question. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah oui, ça y est. Ah, super, parce que là, je parlais et on ne m'entendait pas. Vous allez m'excuser parce qu'il y aura un peu de bruit d'enfants et je tenais d'abord à remercier chacun des intervenants
C'était vraiment très constructif, surtout lorsqu'on vient de prendre en pause, même pour nos propres vies personnelles. Je pense que c'est des conseils qui aident toujours. Ma question, c'était justement lorsqu'on est dans une situation de conflit avec un collègue ou une personne qui nous parle mal, c'était toujours de se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois apprendre en fait au travers de cette situation. Est-ce qu'il y a quelque chose, une compétence que je dois améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose même de personnel que je dois apprendre ou est-ce que je dois vraiment comprendre le profil de la personne qui me parle? Donc, c'était pour réagir par rapport à la question je sais À la pas ce que discussion vous qu'on a dites. eue à ce propos, ouais. Exactement, exactement. Très bien. Tiens, je te Et laisse la parole. aussi, j'ai demandé, j'ai dit à chaque fois qu'il y a eu une certaine situation, c'est d'être sûr d'avoir la bonne perception, parce que la perception nous fait souvent interpréter une situation d'une manière qui est complètement biaisée et on se positionne en victime alors qu'on ne l'est pas, alors que l'autre personne, elle avait juste envie de révéler quelque chose qu'on a enfui en nous et pas forcément pour nous, même pour elle aussi. Et il faut souvent prendre le temps de bien analyser la situation, de bien regarder dans quel environnement on est, quelles sont les contraintes qu'il y a autour de cette situation avant de réagir, quoi. Il y a la réponse dans la question. Voilà. Bon, quand même, on va quand même laisser l'expert en gestion émotionnelle répondre. Sur ce point-là, tel qu'elle a dit, je pense qu'il n'y a même pas de réponse. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien parce que elle est un peu révélatrice. C'est c'est une métaphore qui dit, de toute façon, pour qu'il y ait problème, il faut qu'il y ait deux personnes. Pour qu'il y ait problème, il faut qu'il y ait deux personnes. Il faut que les deux personnes alimentent ce problème-là. Parce que si c'est une seule personne qui alimente le problème, théoriquement, il n'y a pas de problème. Un problème, on ne peut pas avoir un problème si on est tout seul. Généralement, il faut qu'on soit deux. Le problème et l'autre, à un moment donné, réagit comme un miroir. L'autre est un peu notre miroir. Donc, lorsqu'il vient révéler quelque chose à nous, c'est parfois super intéressant, au lieu d'être sur la défensive, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller, qu'est-ce que ça vient provoquer, qu'est-ce que ça vient révéler chez moi, avant même d'être sur la défensive. Mais pourquoi ça m'énerve? Sa réaction aujourd'hui m'énerve. Est-ce que si on met une personne différente à ma place, est-ce que la personne aura la même réaction que moi? Est-ce que la personne va aussi s'énerver? Généralement, on se rend compte que pas forcément. Donc, ça veut dire que finalement, tous les problèmes ont un rapport personnel avec nous d'abord, avec nos conditionnements, avec nos croyances, avec nos valeurs. Et justement, c'est ça qui est intéressant, ce travail personnel, c'est que maintenant, vous pouvez aller voir au niveau de vos valeurs, quelles sont vos valeurs? Est-ce qu'on est venu provoquer, est-ce qu'on est venu bousculer une de vos valeurs? Parce que le seul fait de bousculer parfois une de nos valeurs peut faire qu'on perd un peu la lucidité et qu'on ne soit plus objectif face à la difficulté ou à la situation présente. Ce que je veux rajouter, en fait, une fois de plus, hein, je souscris toujours à ces réponses parce que l'intérêt, en fait, de joindre la communication et la gestion émotionnelle ou la gestion du stress, etc., c'est qu'en fait, c'est votre état émotionnel qui va générer le discours que vous allez construire, en fait. Moi, je vois mal, en fait, en train de travailler avec quelqu'un sur sa communication alors qu'émotionnellement, il n'est pas stable, alors qu'émotionnellement, il est à la rue, en fait. Donc, c'est vraiment important, effectivement, de faire d'abord un point soi-même sur la perception qu'on a de soi-même, de ses compétences, de la valeur qu'on s'accorde, hein, enfin voilà, avant ensuite de travailler sur sa façon de communiquer avec la personne avec qui on se retrouve en conflit, parce que parfois le conflit n'existe pas à la preuve, enfin la preuve. Moi, je ne sais pas pour vous, mais d'expérience, en partant par exemple d'une boîte pour une autre, avec un peu de recul quand on est calme, parce que la tempête est passée, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées, on se rend compte avec honnêteté, hein, si on se regarde vraiment, si on se pose la question avec beaucoup de franchise, on se rend compte qu'on aurait pu réagir différemment une fois que la tempête est passée. Donc la tempête émotionnelle est quelque chose à gérer. Ensuite, avoir les clés de la communication parce que ça aussi, ça dégoupille pas mal, hein, quand on choisit les mots, quand on choisit le contexte, quand on choisit la façon de positionner. Ensuite, ça dégoupille pas mal de situations. Donc tout est lié
C'est vraiment c'est pour cette raison, entre autres, que l'intérêt de joindre les éléments de communication et de la gestion émotionnelle nous paraissait pertinent dans ce travail-là et dans l'échange qu'on a avec vous aujourd'hui. Daniel, n'hésite pas à nous dire si on a satisfait un petit peu ta demande, et puis sinon, n'hésite pas à revenir. Je regarde parfois nos réactions cachent des choses qu'on a enfouies à nous, donc ça, ce n'était pas une question. Vous avez totalement raison. Il y avait une autre question. Je me suis retrouvée tétanisée pendant au moins 2 mois, donc ça, c'était Umba. Donc là, c'était une contribution aussi. Rosemary, dis-moi si j'ai raté une question, parce que je viens de parcourir un petit peu de long en large. Est-ce que je suis allée trop vite? Mais il me semble que les questions... Voilà. Je pense que tu as brossé. Tu as déjà répondu à une partie des questions c'est ça. Tout à l'heure pendant le live. Sur le fait d'être... alors, par contre, il y a des réactions qui viennent que je ne vois pas. Mais voilà. Le fait d'être... Ah oui, je voulais poser une question, mais ça pourrait aider peut-être d'autres personnes. Donc, un des participants aux formations, métier de destiné, qui n'a pas de difficulté à trouver des postes, qui est en général très populaire auprès de ses collègues. Je m'excuse, Rosemary, parfois c'est un petit peu... le son est un peu étouffé. Ah oui. Alors, attendez, j'essaie de régler le son. Voilà, ça s'est fait baisser. Là, on m'entend mieux? On entend. Bon. Alors, je disais donc que c'est un des participants en formation. Il n'a pas de problème pour trouver d'emploi. En général, il est très, très populaire auprès de ses collègues, mais il a du mal à sécuriser ses périodes d'essai. Maintenant, une personne comme ça, quel type de savoir-être est-ce qu'elle peut développer pendant une période d'essai? C'est dommage qu'on n'ait pas cette personne ici maintenant, voilà. Puisque moi j'aurais aimé... À quoi il pourrait être attentif, ou est-ce qu'il y a des choses Ça aurait été bien de la voir en réalité. Quel est son profil de poste en fait à cette personne? En fait, non, il est vendeur, il est dans la vente. Voilà. Donc c'est un bon vendeur apparemment. Il est apprécié des clients, apprécié des collègues, mais ça ne suffit pas en fait pour... il a un caractère, il est très, très volontaire, très volontariste. Alors je disais peut-être que c'est ça que les recruteurs ou ces patrons voient qui débordent du coup les périmètres des autres. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles faire attention? Moi, je suis très embêtée de répondre à cette question en son absence, parce que ça aurait été bien de creuser un petit peu, de savoir. Parce que dans la vente, sauf erreur, ce qui est très concluant, ce sont les chiffres. Vous avez des objectifs de vente. Quand on atteint ces objectifs de vente, qu'on a un bon relationnel avec ses collègues, apprécié de ses clients, je vois très, très mal un employeur en train de se séparer de quelqu'un qui fait de bons chiffres. Donc, mais bon, on peut quand même se risquer à faire une réponse. Serge, je te laisse la parole. Honnêtement, j'ai du mal avec le son là. J'ai pas bien. Alors, il s'agit en fait de quelqu'un qui est dans le secteur de la vente, qui est très apprécié de ses collègues, très apprécié. Il a un CV qui tourne bien puisqu'il ne chôme pas, il est recruté régulièrement. Il fait des bons chiffres. En revanche, il a du mal à concrétiser ses périodes d'essai. Quels sont les points quels sont les points d'attention sur lesquels cette personne pourrait travailler éventuellement? Et donc, moi, je disais tout à l'heure, tu as entendu ma réponse, que ça aurait été bien qu'on l'ait quand même. Mais voilà la demande. J'ai vu ta main levée, Umba. Ce serait pas très objectif de donner une réponse comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres à voir avec cette personne-là afin de comprendre. C'est comme si vous alliez dans un garage avec une voiture, vous dites juste moi, je veux que ma voiture démarre. On va quand même vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on va vérifier le niveau d'huile? On va essayer d'aller regarder un peu au niveau de l'alternateur. Il y a beaucoup d'éléments à voir avant d'apporter une réponse. On ne peut pas apporter une réponse comme ça si on n'a pas tous les éléments. Il y a plein d'éléments qui peuvent être intéressants avant de faire une réponse. Oui. Moi, personnellement, j'aurais du mal à apporter une réponse comme ça. Je n'ai pas assez d'éléments.
Je vais quand même me risquer un petit peu. Moi, je me risque un petit peu parce que à partir du moment où cette personne a un bon relationnel avec ses collègues, a un CV qui tourne bien, le problème fondamental se situe donc dans sa relation avec sa hiérarchie, puisque c'est sa hiérarchie qui ne concrétise pas la période d'essai. Donc, à ce moment-là, effectivement, tout le travail reste à faire, hein, de savoir comment est son relationnel avec sa hiérarchie. Il faut peut-être qu'il prête une attention particulière là et qu'il prenne contact, hein, qu'on creuse un petit peu aussi ce qui en est. Mais manifestement, je peux me tromper, moi la lecture que j'en ai comme ça sert, c'est de dire que c'est plutôt entre sa hiérarchie et lui là le sujet, puisque les clients ça fonctionne, les collègues ça fonctionne. S'il n'est pas concrétisé, s'il n'est pas confirmé sur le poste, c'est la hiérarchie qui n'est pas satisfaite. Donc il y a des éléments avec la hiérarchie qui peuvent être du type relationnel, hein, avec la hiérarchie, qui peuvent être du type résultat avec la hiérarchie, il faut être clair avec ça. Qui vont être du type, je ne sais pas, matching, hein, si je peux me permettre l'expression. Hein, il faut qu'il y ait un matching. Qu'est-ce que la hiérarchie de cette personne-là attend d'une personne qui occupe cette fonction? Il faut essayer de voir ça. Il faut vraiment essayer de creuser. Donc, est-ce que c'est une réponse, Rosemary, qui te paraît être un début pour faire un retour à cette personne? Voilà, oui, c'est déjà, alors, c'est déjà un début de réponse, ouais. C'est déjà un début de réponse, effectivement. C'est lui qui a la suite, hein. C'est lui qui a les clés. Pour lui, voilà. J'aimerais juste... Et vas-y, Oumba, voilà, vas-y. Oui, Oumba. C'est Noélie. Je voulais juste... Je voulais abonder dans le... Il y avait Oumba, oui. Noélie, juste Oumba prend la parole et ensuite on revient vers toi. Ok. Ok. Oui, Oumba? Oui, je disais que je voulais aller dans le sens de... Je voulais aller dans ton sens pour dire que... Excusez-moi, j'ai la petite qui pleure un peu. Je voulais aller dans ton sens en disant que généralement, ce genre de problème, c'est vrai, les hiérarchies voient souvent d'un mauvais œil quand quelqu'un s'entend très bien avec les collaborateurs, très bien avec peut-être les fournisseurs ou le client, parce qu'on a l'impression que ça donne en fait, c'est que la personne serait incapable de dire non. C'est-à-dire que ça donne l'impression de facilement pouvoir être soit compromis ou corrompu. Donc souvent, malheureusement, je le dis parce que j'ai eu à voir des cas pareils, souvent trop de sympathie, même si on est le meilleur vendeur, ne rend pas forcément la personne fiable. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette manière de penser, mais à un certain niveau, on n'attend pas justement de vous de sympathiser avec tout le monde. Vous ne savez pas aussi si après le client va dire, ah ben oui, je l'ai rencontré, on a fait ci ensemble. Souvent, ça fait un peu preuve de légèreté malheureusement et ça dessert beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on vous dit, moi on me l'a déjà dit, quand vous arrivez au travail, quel que soit votre boulot, vous devez jouer un rôle. Maintenant, qui vous êtes en dehors, c'est autre chose. Et là, malheureusement, je pense qu'il peut avoir ce problème-là. Voilà. Ça peut dépendre. Moi, je suis d'accord avec Oumba, ta position de dire trop de gentillesse peut laisser peut-être paraître un laxisme inacceptable pour des supérieurs hiérarchiques. Après, ça dépend de la fonction. Si on est sur des fonctions où il faut avoir une certaine réserve, où il faut éviter le conflit d'intérêts, etc., peut-être que la question se poserait. Si on est plus dans un poste, une fonction où il faut vendre au maximum, on sait de façon générale que le commercial qui a une bonne relation avec ses clients, c'est des bons tunnels de vente, quoi. Donc, c'est vrai qu'une fois de plus, vraiment, on a besoin, ça aurait été pas mal d'avoir cette personne-là ici pour comprendre un peu. Mais voilà, ça fait pas mal d'éléments de contribution. Merci beaucoup, Mba. Oui, là, de toute façon, on peut faire toutes les suppositions sur ce type de situation. C'est ça l'inconvénient, justement, quand il nous manque des paramètres. Parce que cette personne, si ça se trouve, le problème, c'est déjà elle-même. Moi, je reviens toujours là-dessus. Est-ce que lorsqu'elle passe son dernier entretien d'embauche, je ne sais pas si je peux utiliser l'entretien d'embauche, comment elle se comporte? Est-ce qu'au niveau des exigences du poste, est-ce qu'elle répond à toutes les exigences du poste? Parce qu'il y a l'évaluation que la personne peut faire elle-même d'elle et de sa situation.
il y a l'évaluation que justement ses supérieurs ou ses patrons peuvent faire aussi sur elle. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres à aller voir avant de pouvoir répondre à ce type de questions de manière objective. Sinon, on va être juste dans des suppositions. On peut dire tout et n'importe quoi. Ça aide à comprendre. Noélie, on te laisse la parole. Ce sera la dernière intervention sans excuse. On avait dit 12h30. On a dépassé de 5 minutes. Ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que parfois, quand on arrive dans une entreprise avec beaucoup d'entrain, on fait ressortir chez certains managers des problèmes qui ne sont pas réglés en eux-mêmes. Et plus c'est haut, et plus c'est délicat. Si un directeur se sent en insécurité face à un collaborateur qui prend beaucoup d'espace, parce qu'il est bien, hein, il est génial, mais il prend beaucoup d'espace, il peut à long terme lui faire de l'ombre. Ou alors, parce que ce collaborateur, il a un PhD, et puis lui, en fait, il a qu'un master, et ce collaborateur, il a cette capacité en plus que lui n'a pas, et ce collaborateur a ce soft skills que lui n'a pas, ou alors qu'on lui reproche, que sa hiérarchie lui reproche. Ce collaborateur arrive à s'entendre avec une personne qui est sa bête noire depuis des années. En fait, il révèle des choses du coup. Et parfois, on vire des personnes, pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce qu'ils ne se sont pas intégrés, juste parce qu'en fait, on voit plus loin que ça et on se dit, si moi je le garde, c'est moi qui pars dans quelques années. Et pour avoir géré des dossiers RH, ça arrive souvent en fait que l'élément, et c'est souvent cet élément qui n'est jamais dit. On va vous dire, mais en fait, il s'est passé, c'est jamais assumé, c'est jamais avoué, mais ils vont te dire que c'est une stratégie. Parce que quand on embauche un collaborateur, le premier fil qu'on fait, c'est d'abord le fil des compétences techniques et relationnelles. Enfin, techniques d'abord, de base. Après, quand on le prend en entretien, c'est relationnel. Mais c'est surtout, est-ce que cette personne s'intègre dans l'environnement dans lequel il va travailler, avec les personnes avec qui il va travailler et avec sa hiérarchie. Et ça, on va le jauger dans un premier temps dans les entretiens, mais aussi pendant la période d'essai. Si pendant la période d'essai, il y en a un au-dessus qui n'est pas à l'aise sur un seul point et qui se sent en insécurité, il va faire ressortir ce point. Il en a la possibilité, il va le faire ressortir d'une façon ou d'une autre, dans une sphère très fermée, d'une réunion entre deux ou ainsi de suite, qui va aller aux ressources humaines, ce ne sera jamais dit. Ce ne sera jamais assumé. Ce ne sera jamais assumé, c'est ça, exactement. Ouais. D'où l'intérêt vraiment d'être attentif sur l'identification. Moi, ce que je peux juste dire sur ça, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pars du principe que si une porte t'est fermée, au-delà de ce que tu as pu donner, de ce que tu as pu avoir, c'est qu'elle n'était pas la tienne. Tous les boulots où nous postulons ne sont pas forcément les nôtres. Ça, c'est pour ça, moi, quand je passais les entretiens, toujours, quand je suis sortie de Sciences Po, on nous disait toujours, oui, il faut y aller à fond. Et moi, mon truc, c'était toujours, si tu veux que je sois là-bas, mets-moi là-bas. Mais si tu ne veux pas que j'y sois, ne me mets pas là-bas. Parce que ça peut être super, tu peux aller bosser chez KPMG, chez Deloitte, mais en fait, arriver sur place, ça devient pour toi vraiment un élément, ça te détruit plus que ça ne te construit. Donc, ce que je voudrais dire à cette personne, c'est que effectivement, il a raison, le coach, de dire qu'il faut d'abord faire un travail personnel. Il faut d'abord s'assurer que personnellement, ce qui dépend de moi, je l'ai géré. Ça, c'est clair. Il faut d'abord gérer soi. C'est l'élément qu'on a le plus d'impact. Mais ensuite, tout ce qui est de l'extérieur que nous ne gérons pas, je n'ai pas envie d'être fataliste, mais de dire qu'on n'échoue pas. Soit on gagne, soit on apprend. J'ai appris, je continue. Life goes on. Merci beaucoup, Noélie. Merci beaucoup pour la contribution. On espère, Rosemary, que cette personne aura l'occasion de... n'hésite vraiment pas de le mettre en relation avec nous, qu'on essaie de discuter de façon plus approfondie. Ça peut toujours... En tout cas, quand quelqu'un pose une question, c'est que quelque part, il a des attentes. Et ce serait bien que ce soit accompagné, quitte après à mettre en perspective avec une autre approche, mais que le niveau d'interrogation qu'il ou elle a actuellement soit plus ou moins satisfait, en tout cas qu'il y ait un écho. On pourrait avoir le support. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous, ce qu'on va faire, excuse-moi, Noélie, Rosemary n'avait pas terminé. Non, en fait, je vous remercie beaucoup tous les deux, Niel et Serge, pour votre intervention. C'était vraiment
très intéressante. Donc, je rappelle, donc la plupart sont des anciens ou des actuels de la formation métier de dessinée, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait, c'est une formation emploi et entrepreneuriat chrétienne. Et donc, dans le cadre de cette formation, Miel et Serge sont intervenus pour nous parler de cette problématique de comment réussir sa prise de poste. Avec Voilà, plaisir. je vais, si vous pouvez juste représenter le livre, où est-ce qu'on peut l'acheter et pour faire appel à vos services de coaching, où est-ce qu'on peut vous contacter. Voilà. Bien sûr. Alors déjà, parce qu'on vous aime bien, qu'on a passé un excellent moment avec vous, on souhaite vous offrir en fait un exemplaire de ce guide pratique, les personnes qui ont été présentes uniquement aujourd'hui. Donc, on va le faire via une version numérique qui va être disponible très prochainement. Donc, n'hésitez pas à communiquer à Rosemary vos adresses mail, comme ça, elle nous les transfère et nous, on fera le nécessaire pour vous contacter, avoir... de toute façon, ce sera beaucoup plus simple de cette façon-là. Ensuite, en ce qui concerne donc nos coordonnées, on va repartir sur notre petit exercice qui nous a bien occupé là, c'est de partager donc l'écran. Vous allez voir afficher donc à la fin, vous les aurez par ailleurs, hein, et vous avez nos mails aussi, n'hésitez pas à le demander à Rosemary. Alors, il m'a mis tout au début. Je vais tout à la fin, comme ça on termine. Oula, voilà. Bon, donc vous avez le contact de Monsieur Edongo sur la gauche ou la droite, comment vous vous situez, et les miens de l'autre côté, n'hésitez pas. Et nos adresses perso aussi, hein. Moi je suis pas opposée à Rosemary à ce que tu leur communiques Oui, mon adresse personnelle, mail. Ok, le mail, d'accord. Okay. Voilà. N'hésitez pas, Serge, je te laisse la parole pour présenter un petit peu tes activités. Oui, j'avais le micro coupé. Oui, moi j'accompagne les personnes en coaching, des personnes que ce soit en entreprise ou en dehors de l'entreprise. C'est des personnes ou des groupes en coaching, que ce soit dans les problématiques telles que la gestion émotionnelle ou même d'autres problématiques telles que la gestion des conflits, des supervisions aussi. Et même des groupes, même les analyses de pratique. Il m'arrive d'assister aussi aux analyses de pratique, et de faire un peu les retours sur les fonctionnements des différents groupes. Et puis, au niveau de la préparation mentale, j'accompagne, bon, la plupart de mes clients sont des sportifs. En tant qu'ancien sportif, j'ai aussi cette casquette-là. Du coup, j'accompagne des personnes qui ont besoin de se rebooster un peu mentalement quand il y a une baisse de régime, je vais dire. Quand il y a cette baisse-là et que derrière, on a besoin d'avoir un peu confiance en soi pour essayer de redémarrer lorsqu'on se jette dans des projets, quand on a un peu d'incertitude et tout. Mon travail, justement, consiste à amener la personne à prendre vraiment les choses en main. L'idée derrière mon accompagnement en coaching, c'est ça. C'est pas que je vienne et puis que je ramène une baguette magique, mais c'est que j'amène la personne à prendre conscience qu'elle est capable, elle, de prendre les choses en main et d'avancer malgré tout ce qu'elle a pu accumuler comme information dans le passé et conditionnement. Donc, en gros, c'est un peu ça le type d'accompagnement que moi je propose en coaching et puis en préparation mentale. Alors, merci encore à tous les deux. Il y a des merci dans le chat pour le cadeau. Ah oui, pour les questions, c'est vrai. Alors, j'arrête le partage pour revenir. Bon, moi, en ce qui me concerne, donc c'est un cabinet de conseil en communication. Alors, des formations aussi, parce que du coup, l'expertise d'enseignement à la fac, j'ai souhaité en fait la déplacer. Parce que mon appréciation est peut-être limitée, mais je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui n'étaient plus forcément dans le secteur, qui n'avaient pas forcément envie de repartir sur des formats de formation du type universitaire, hein, qui prennent 9 mois sur des sujets alors qu'on peut aller droit au but. Beaucoup d'entre nous qui avons fait des parcours ici, on sait très bien que dans une formation universitaire, on a plein de modules qui ne nous servent pas forcément une fois qu'on s'est spécialisé. Donc, d'où l'intérêt en fait de sortir un petit peu du cadre académique pour proposer de façon tout à fait, on va dire, précise en fait sur les besoins des gens. Donc, de la communication professionnelle. Je suis aussi en collaboration avec des partenaires qui accompagnent sur le marketing stratégique, sur du média training, parce que ça me tient à cœur.
C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le média training, on travaille beaucoup plus avec des personnes politiquement exposées, hein, des hommes politiques qui font un petit peu appel à nos services, mais le média training est tout à fait aussi accessible aux personnes qui sont dans des métiers d'entrepreneuriat, puisque vous êtes amené à prendre la parole, vous pouvez avoir à assurer des interviews, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un travail aussi d'accompagnement que l'on fait. Et de la médiation, ça c'est encore tout à fait particulier, puisque c'est pour dégrossir les sujets juridiques. Donc j'ai une partenaire dans le cabinet qui s'occupe aussi d'accompagner et de former sur la médiation. Voilà, c'est des formations sur mesure, hein, vraiment, il n'y aura pas de dire les tarifs, c'est ça. Vous allez sur le site, vous avez vu sur le slide qu'on a partagé, il y a les adresses des sites internet, à la fois l'activité de M. Dongo et les miennes. On vous les renverra par mail avec un grand plaisir, n'hésitez surtout pas à redemander. Voilà, globalement, les demandes dans ce sens seront accompagnées avec le maximum de bienveillance et on va dire, de particularisation, si on peut dire ça comme ça. Alors, j'ai vu Prudence, merci, j'ai déjà le guide en format papier en reconversion professionnelle, il me servira certainement beaucoup. Merci Prudence d'avoir été parmi les premières personnes qui ont soutenu évidemment les pas de ce guide pratique. Il me semble que j'avais envoyé un petit cadeau en plus parce que je tenais absolument à le faire. On garde ton contact très précieusement parmi évidemment, on va dire, les contacts étoilés de ce parcours-là, du chemin qu'on est en train de parcourir. Hein. Donc, on te garde très précieusement et tu seras évidemment au fait et également choyé dès qu'il y a quelque chose de nouveau pour perfumer. Tu n'hésites pas à nous poser des questions, à revenir vers nous. Franchement, grand plaisir. Merci à tous. Merci Oma, merci Prudence, merci Patricia, merci Noélie, merci Daniel, merci Rosemary pour ta confiance. Et merci à vous deux pour vous être disposés à nous apporter ces clés. Vraiment très utile. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end. Merci, bon week-end. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.